28 septembre 2022. Tribunal de commerce de Lille. Le verdict tombe comme un couperet. Liquidation judiciaire immédiate pour Camaïeu. Une fraction de seconde, 2600 salariés perdent leur emploi. 511 magasins ferment. C'est l'un des plus gros plans sociaux du commerce français depuis des décennies. Pourtant, dans les rayons, les vêtements se vendaient. L'enseigne générait du chiffre d'affaires. Alors, comment une entreprise qui encaisse de l'argent peut-elle se retrouver du jour au lendemain incapable de payer ses factures ? Aujourd'hui, on va voir comment Camaïeu a été victime d'une holding vampire et pourquoi un milliardaire a poussé ses sociétés au cannibalisme pour survivre. Dans un groupe, il existe une structure qu'on appelle la holding. En théorie, la holding est là pour piloter, protéger et financer ses filiales, pour leur éviter la faillite. Mais en économie, il existe une dérive pathologique. C'est quand la holding inverse le flux. Au lieu d'injecter de l'argent pour aider la filiale à grandir, elle aspire la trésorerie de la filiale pour rembourser ses propres dettes à elle. C'est ce que j'appelle personnellement une holding vampire. Le cerveau survit en mangeant les organes. Et c'est exactement le mécanisme qu'on va décrypter aujourd'hui avec la cannibalisation de Camaïeu pour sauver la chute d'un empire d'un milliardaire français. Alors, il ne faut pas diaboliser le mot holding. C'est un outil juridique génial, totalement légal et qui est utilisé massivement en France, du CAC 40 jusqu'à votre boulanger tertier. Alors, je vous fais une rapide parenthèse sur la holding. Le mot vient de l'anglais « to hold », donc détenir. C'est une entreprise qui a en général pour seul but de détenir des parts d'autres sociétés, donc les filles ou les filiales. Et pourquoi tout le monde en crée ? Pour ses super pouvoirs financiers. Donc d'abord pour le régime mère-fille. C'est un mécanisme d'accélération patrimoniale redoutable. Donc reprenons notre boulanger par exemple. Imaginons que sa boulangerie a fait une super année et il a 100 000 € de bénéfices nets après impôt qu'il veut réinvestir dans un appartement de location. En règle générale, si vous sortez les bénéfices d'une société pour les mettre dans votre poche, l'État va prendre 30% de flat tax. Donc dans le premier scénario, sans la holding, il se verse les 100 000 € en dividendes, l'État passe par là avec la flat tax de 30%, il lui reste 70 000 € nets dans la poche pour son apport. Et deuxième scénario, avec une holding là, la boulangerie verse les 100 000 € à la holding, et grâce au régime fiscal mère-fille de la holding, l'impôt est quasiment nul. Vous êtes imposé à 25% que sur 5% de ce que vous remontez dans la holding. Alors attention au mythe des réseaux sociaux, ce cadeau fiscal intervient après que la filiale ait payé son propre impôt sur la société de base. Donc la fille paie ses 25% sur ses bénéfices, et ensuite, quand elle envoie le reste à la mère, l'État ne reprend quasiment rien au passage. Donc il reste 98 750 € à investir via cette holding. Le boulanger crée alors une SCI en s'associant avec la holding justement. La holding peut rapporter les bénéfices quasiment sans frottement fiscal afin de financer l'achat immobilier. Donc par rapport au premier scénario, on a presque 29 000 € de cash supplémentaires immédiatement. Et quand on va voir le banquier, ces 29 000 € d'apport supplémentaires permettent de lever des dizaines de milliers d'euros de dettes en plus. C'est un effet boule de neige redoutable. Alors vous allez me dire pourquoi créer une SCI plutôt que d'acheter directement un immeuble via la holding ? Alors d'abord pour la sécurité bancaire. Les banques préfèrent prêter à une structure dédiée, comme une SCI, dont le seul objet est de rembourser le crédit avec les loyers, plutôt qu'à une holding fourre-tout où tous les flux financiers sont mélangés. Ensuite, on peut penser à la transmission. C'est aussi beaucoup plus simple de donner des parts de SCI à ses enfants plus tard, pour leur transmettre le patrimoine immobilier, sans leur donner les risques du business opérationnel. Surtout qu'ils n'ont peut-être pas envie de se lever à 3h du matin pour être boulanger eux aussi. Et enfin, pour faciliter la revente. Si on propose au boulanger de racheter les murs de sa boutique, par exemple, il le fait via la SCI, pour séparer l'immobilier du commerce. Le jour où il voudra céder son affaire, il pourra vendre uniquement le fonds de commerce, moins cher donc, et plus facile à vendre pour le repreneur, tout en gardant les murs qui lui verseront un loyer pour sa retraite. Alors certes, cela coûte un peu plus cher en frais de comptabilité, ça fait une société de plus à gérer, mais on y gagne énormément en flexibilité. Ensuite, deuxième super pouvoir des holdings, c'est un autre régime, celui de l'intégration fiscale. Alors c'est un choix de gestion possible si on détient au moins 95% de la filiale. C'est le niveau au-dessus du régime mère-fille. Avec l'intégration, on peut fusionner les comptabilités du groupe. Ça, c'est juste pour retenir votre attention, vous inquiétez pas, on a bientôt fini avec la partie technique. Donc je vous disais, avec l'intégration, on peut fusionner les comptabilités du groupe. Reprenons notre boulanger. L'année d'après, il gagne encore 100 000 € avec sa boulangerie. Il décide alors de se diversifier, de lancer une nouvelle sandwicherie juste à côté, qui perd 40 000 € au démarrage, car il faut payer les travaux et les stocks, c'est normal. Donc sans l'intégration, la boulangerie paie ses impôts plein tarif, donc 25% de 100 000 €, donc on a 25 000 € d'impôts. Et la sandwicherie ne paie rien car elle perd de l'argent. Le groupe a donc sorti 25 000 € de cash en impôts.
Et avec l'intégration, on fusionne les résultats. Donc 100 000 € de gains moins 40 000 € de pertes égale 60 000 € de bénéfices pour le groupe. L'impôt total tombe à 15 000 €, 25% de 60 000. Donc on a gagné 10 000 € immédiatement. Les pertes de la fille en difficulté ont effacé l'impôt de la fille rentable. De plus, ce régime booste encore la remontée des dividendes. La part taxable ne tombe plus qu'à 1%. Concrètement, cela signifie un impôt réel sur la remontée des bénéfices minuscule de 0,25%. Regardez l'empire de notre petit boulanger, maintenant qu'il est bien conseillé et structuré. C'est beau. On a un business opérationnel qui permet de faire remonter des bénéfices sans trop de fiscalité à la holding, qui permet elle-même de financer de l'immobilier, de séparer le local du fonds de commerce, et qui lance un nouveau business tout en profitant des pertes pour équilibrer les impôts, et tout ça dans une logique de transmission aux enfants. Donc l'OTIE, vous le voyez, est formidable, à une condition que l'argent circule pour le bien commun du groupe. Allez, maintenant que tu as le cerveau bien retourné, je t'invite à t'abonner et à liker, ça m'aide énormément. J'essaye de rendre l'éducation financière un peu plus sympa à regarder. Bon, revenons à nos vampires. Pour comprendre la chute, il faut que je vous parle d'un homme, Michel Ohaillon. Ce n'est pas un héritier, c'est un pur self-made man français. Il a bâti sa légende à la force du poignet. Il a commencé très jeune avec une simple boutique de vêtements avant de basculer dans l'immobilier de prestige. Il achète des vieux bâtiments, les rénove luxueusement et les valorise à des montants astronomiques. Le Grand Hôtel de Bordeaux, le Trianon Palace à Versailles, en quelques années, il crée un véritable empire. Et en 2022, le magazine Challenge le classe 104e fortune de France avec 1,1 milliard d'euros. C'est le genre de profil qui rassure les banquiers. Mais en 2018, il change de stratégie. Il veut revenir à la base, aux boutiques de vêtements, au retail dans le jargon. Mais il fait les choses en grand. Il commence par racheter les murs de 22 galeries Lafayette en France. Mais c'est surtout à partir de 2020 qu'il accélère brutalement en voyant une opportunité dans la crise du Covid. Nous sommes en guerre. Il rachète donc à tour de bras. À Grande Récré, Camaïeu, Gosport, Gap France. Sur le papier, il se présente comme le sauveur du commerce français. Il promet de mutualiser les coûts, de créer des synergies. Exactement comme notre boulanger, Ohaillon va structurer ce nouvel empire du retail via une holding, Remion People and Brands, ou HPB. Sauf que, on l'a vu, ça va mal se passer pour les filles du groupe, comme Camaïeu. Pour comprendre le désastre, il faut suivre le trajet de l'argent en 3 étapes. Donc première étape, le carburant. Tout commence par l'achat. Michel Ohaillon rachète Gosport et Gap France pour 1 € symbolique. Alors en finance, payer 1 € ne signifie pas faire une bonne affaire. Cela signifie que vous achetez une entreprise malade, chargée de dettes, et que vous prenez l'engagement moral et financier d'injecter massivement du cash pour la relancer. Sauf que ici, l'argent ne vient pas d'Ohaillon, mais de l'État. Et oui, on est en plein Covid et le groupe profite massivement des PGE, les prêts garantis par l'État. On parle de 55 millions d'euros rien que pour Gosport. Deuxième étape, le siphon. Une fois les caisses des magasins remplies par l'État et les ventes habituelles, il faut faire remonter l'argent. L'outil utilisé est la convention de trésorerie. Alors sur le papier c'est légal, la holding centralise le cash pour le redistribuer aux filiales qui en ont besoin. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'intégration fiscale. Dans un groupe normal, c'est très utile. Imaginons que Gosport a trop de cash ce mois-ci, mais que Camaïeu doit payer une grosse commande et a découvert. La holding prend le cash de Gosport et le prête à Camaïeu. Tout le monde est content, on évite de payer des agios à la banque. C'est de la solidarité interne. Sauf que ici, l'argent il ne redescendait pas. Le flux était à sens unique. Les syndicats et enquêteurs révéleront qu'environ 35 millions d'euros sont remontés de Gosport vers la holding HPB, et au lieu de payer les fournisseurs ou les loyers des magasins, l'argent est parti vers le haut encore. Et comme si ce siphon ne suffisait pas, la holding facturait en plus des frais de gestion, des management fees à ses filiales. Pour Camaïeu par exemple, alors que l'entreprise agonisait, elle devait payer des millions pour des services stratégiques, rendus par la holding mère. C'est une double peine. Non seulement on vous prend votre trésorerie, mais en plus on vous facture le service de vous la faire prendre. Et dernière étape, la fuite. Alors où va tout cet argent? Pourquoi siphonner ses propres magasins? Alors en fait, HPB n'était même pas la holding vampire. Elle était elle-même la victime d'un vampire bien plus gros, et qui avait très faim. Ce vampire, c'était la super holding tout en haut de l'empire Ohaillon, la FIB, la financière immobilière bordelaise. C'était la holding mère de la holding HDB. C'est elle qui détient tout l'immobilier de luxe de Ohaillon. Elle est valorisée à environ 2 milliards d'euros. Mais la FIB était en train de couler. Elle avait emprunté des sommes folles, notamment à la Bank of China, pour acheter ses palaces. Mais quand le Covid a frappé, ses hôtels de luxe se sont vidés. Leurs revenus sont tombés à zéro, mais les crédits, eux, couraient toujours. La Bank of China a fini par exiger ses remboursements. La dette exigible, justement, de la FIB était estimée à 78 millions d'euros. On comprend alors la terrible mécanique.
Le groupe a profité des PGE de l'État, puis a vidé les caisses des magasins qui avaient pourtant besoin de chaque centime pour survivre à la crise, uniquement pour tenter de sauver la tête du groupe immobilier. Ce n'était plus de l'investissement, c'était de la cannibalisation. Donc ce système tient tant que le cash rentre à flot. On paie les dettes d'hier avec l'argent d'aujourd'hui. Mais en 2022, le vent tourne brutalement. 3 facteurs externes viennent frapper le château de cartes. La crise post-Covid, d'abord, les chaînes d'approvisionnement sont cassées. Ensuite, l'inflation, les coûts de transport et d'énergie explosent. Et enfin, pas de chance, Camaïeu subit une cyberattaque massive. Cette attaque paralyse tout. La logistique, les sites e-commerce et les stocks. Tout est bloqué pendant des semaines. La direction chiffrera le manque à gagner de 40 millions d'euros. C'est le coup de grâce pour une trésorerie déjà trop tendue. Et c'est le point de rupture. Camaïeu a besoin d'argent de frais, tout de suite. Environ 24 millions d'euros pour payer la collection d'hiver. Normalement, la holding mère devrait dire « Tenez, voici du cash pour passer l'orage ». Mais la holding a les poches vides elle-même. Elle s'est déjà fait siphonner par son propre vampire, la FIB. Donc Michel Ohayon demande de l'aide à l'État avec un nouveau PGE. Mais l'État refuse, il n'est pas dupe. Le ministre de l'Industrie de l'époque est clair. L'actionnaire a des actifs immobiliers, c'est à lui de mettre la main à la poche. Mais il ne le fait pas. Soit parce qu'il ne veut pas, soit parce qu'il ne peut pas liquider ses immeubles assez vite. Et on en revient donc au principe d'illiquidité. Je vous en avais parlé dans la vidéo avec Nicolas Cage. Vous pouvez posséder des milliards en immeubles, ce qui était le cas du groupe, mais si vous n'avez pas l'argent sur le compte en banque le jour J, pour payer les fournisseurs, vous êtes mort. Donc prenez un peu de recul. Ce qui s'est passé porte un nom, l'abus de bien social. Alors attention, l'enquête sur cette affaire est toujours en cours, je ne fais aucune affirmation. La définition économique de l'abus de bien social est simple. C'est quand l'intérêt personnel du dirigeant ou de la holding passe avant l'intérêt de l'entreprise elle-même. Alors ne croyez pas que c'est une exception française ou un accident isolé. Ce vampirisme économique n'est pas nouveau. Il existe d'autres cas célèbres où des mastodontes se sont fait vider de leur sang. Vous vous rappelez de Toys R Us? Tout le monde pense qu'ils ont été tués par Amazon. C'était un mythe. La vérité est purement financière. En 2005, 3 fonds d'investissement rachètent l'enseigne via un LBO colossal de 6,6 milliards de dollars. Alors je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais pour faire très rapide, le LBO, le Leverage Buyout, c'est acheter une entreprise avec l'argent de la banque et obliger cette entreprise à rembourser elle-même le crédit grâce à ses propres bénéfices. C'est un peu comme si vous achetiez un appartement à crédit et que c'est le locataire qui paye directement vos mensualités à la banque. Alors pour Toys R Us, la clé de bras s'est passée en 4 étapes. D'abord, une coquille vide. Les fonds d'investissement créent une société temporaire, une coquille vide, dans laquelle ils mettent très peu de leur propre argent. Ensuite, ils font un emprunt massif. C'est cette coquille vide qui va avoir les banques pour emprunter les 6 milliards de dollars. Et l'astuce, elle est là. Les banques acceptent de prêter non pas sur la garantie des fonds d'investissement, mais en prenant en garantie les actifs de la cible. Donc les stocks de jouets et les murs des magasins Toys R Us. Ensuite, le rachat et la fusion. La coquille vide utilise cet argent pour acheter 100% des actions de Toys R Us. Une fois acheté, la coquille et l'entreprise fusionnent. Et enfin, le transfert. Par ce jeu de fusion, la dette contractée par la coquille devient officiellement la dette de Toys R Us. Donc la conséquence est mathématique. Toys R Us se retrouve à devoir payer 400 millions de dollars d'intérêts par an pour se racheter elle-même. L'entreprise n'avait plus un centime pour rénover ses magasins tristes ou améliorer son site web pour contrer Amazon. Et le pire, c'est que pendant que le navire coulait, ces fonds se sont versés 470 millions de dollars en frais de gestion, en commissions diverses. Et en mars 2018, l'entreprise américaine, écrasée par la dette du LBO, a fini par liquider ses activités aux États-Unis et au Royaume-Uni. Plus de 700 magasins américains ont fermé et 30 000 employés ont été licenciés sans indemnité. C'est bien une autre holding vampire qui a cannibalisé et tué l'enseigne préférée des enfants. Et c'est exactement la même logique qu'on a avec Camaïeu. Le financier se sert avant l'opérationnel, jusqu'à l'épuisement de la bête. La centralisation de trésorerie est un outil puissant, mais c'est une arme à double tranchant. Si elle sert à masquer les pertes ou à financer une croissance externe agressive, au lieu de consolider l'existant, elle fragilise tout l'édifice. C'est l'effet domino. Dès que Camaïeu est tombé, les fournisseurs de GoSport ont pris peur. Ils ont exigé d'être payés au cul du camion, donc immédiatement. GoSport, privé de sa trésorerie, potentiellement remontée vers la holding, n'a pas pu survivre. Et GoSport est tombé. Puis Gap France. Donc la fin on la connaît, Camaïeu a été liquidé. La marque est rachetée aux enchères par Célio pour une bouchée de pain, mais sans les magasins ni les salariés. GoSport est placé en redressement judiciaire, puis racheté par Intersport, qui sauve la plupart des emplois, mais l'entité GoSport, telle qu'on la connaissait, disparaît. Ensuite, les Galeries Lafayette sont placées en procédure de sauvegarde. L'empire commercial s'est effondré. Quant à la maison mère, la FIB, elle a été placée en redressement judiciaire avant d'obtenir en février 2024 un plan de continuation sur 10 ans pour tenter de sauver les meubles, ou plutôt les immeubles.
L'Empire est donc à genoux, mais la tête est toujours là. Michel Ohaillon, lui, fait face à plusieurs enquêtes judiciaires pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux. Il reste présumé innocent, mais le désastre économique, lui, est bien réel et coupable. Alors au final, si on fait le bilan, le vampirisme a fonctionné. La grand-mère, la Phoebe, a survécu en siphonnant la fille et les petites-filles. Dans l'opération, des milliers d'emplois ont été détruits, des vies brisées. Alors est-ce que ce carnage était volontaire ? Sûrement pas de cette façon. Mais l'objectif caché, donc sauver le cœur, l'Empire immobilier, est pour l'instant atteint. La faillite totale a été évitée, ou du moins repoussée de 10 ans, au prix du sacrifice de la branche commerciale. Alors je vous rappelle que tous les chiffres proviennent d'enquêtes et d'estimations. Ohaillon est présumé innocent et les chiffres sont voués à bouger. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un like, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine. Salut!